mais vous avez quand même tenu à faire le déplacement pour participer à cette conférence. Ça nous rend ravis et je remercie particulièrement mon ami et camarade Amma Moussa, avec qui on a eu l'initiative et on a eu l'idée d'organiser cette conférence. Je n'oublierai pas également le docteur Sani Alaj Kambo qui est avec nous, avec qui aussi on échange souvent sur des débats politiques. La politique, elle est ainsi faite, on est des amis, mais on n'a pas toujours les mêmes avis politiques. Parfois on converge, parfois on diverge, et c'est comme ça la politique. On ne peut pas être dans un groupe où tout le monde est du même avis. Même si on décide de créer un parti politique ou de s'engager ensemble, il est impossible qu'on soit tous, tout le temps, en toutes circonstances, du même avis. Il y aura des moments où on va diverger, et c'est l'avantage de la démocratie. Donc, ce qui nous divise ou les choses sur lesquelles on diverge, c'est souvent la loi de la majorité qui permet en fait de prendre une position. Donc, ma présentation étant déjà faite par Amma Moussa, je vais essayer de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Le thème qu'on a choisi, c'est la jeunesse et l'engagement politique. Un thème qui est aujourd'hui d'actualité, mais surtout nécessaire. Étant jeune, on voit aujourd'hui que nous ne sommes pas tout à fait intéressés par la question de la politique pour plusieurs raisons, et alors que c'est une nécessité pour nous aujourd'hui de mener ce combat qui est celui de la politique. Donc pour définir plus ou moins ce que c'est la politique et comprendre à peu près le concept, j'ai choisi de prendre un exemple qui nous concerne tous, c'est l'exemple des étudiants. Du coup, supposons par exemple que nous sommes des étudiants qui sont arrivés dans la ville de Zender pour étudier, mais nous ne connaissons personne ici à Zender. Et donc, entre nous, nous avons décidé de prendre un appartement avec plusieurs chambres et des espaces communs pour nous loger et aller être dans de bonnes conditions pour aller à l'université. Donc en décidant de vivre ensemble dans un même appartement, nous avons posé un premier acte que moi je considère être l'acte de créer une communauté, qui est la communauté des étudiants. Maintenant, en créant cet acte, nous avons décidé de vivre ensemble. La vie faisant, nous avons constaté que parmi nous, il y a des camarades qui, lorsqu'ils utilisent des espaces communs, qui sont la cuisine, les toilettes, en fait, ils ne rendent pas l'endroit propre pour que le prochain qui arrive puisse le trouver dans un état d'utilisation aussi. Ce qui crée un peu un mode de vie qui est plus ou moins désagréable. Maintenant, pour remédier à tout cela, nous avons décidé de faire en sorte que tout celui qui utilise un espace commun, une cuisine ou les toilettes, qu'il le rende propre à la fin de l'utilisation. Et en prenant cet acte, nous avons établi un deuxième acte qui est l'établissement des règles de vie en société, des règles de vie communes. Donc, premier acte, nous avons créé une société. Deuxième acte, nous avons décidé d'établir des règles de vie pour encadrer notre mode de vie. La vie faisant toujours, nous avons compris que en fait, parmi nous, nous avons des agendas différents. Si moi, je cours le matin, Amma, il n'a pas cours l'après-midi. Pourtant, chacun mangeait dans son petit coin. Même si Amma n'avait pas cours l'après-midi, il ne préparait pas à manger pour moi, il fallait que je revienne à midi et cuisiner pour moi-même et manger. Et lui aussi, s'il a cours le soir et que moi je suis libre le soir, en fait, je prépare pour moi seul et que lui, il doit attendre son retour de l'école pour préparer. On avait vu que ça n'arrangeait pas notre vie commune malgré les règles établies et nous avons décidé de faire en sorte que, comme moi je suis libre, je prépare pour toute la maison. Et quand lui, il est libre, il prépare pour toute la maison, ce qui fait que même si je suis à l'école, en fait, je n'ai pas à me préoccuper de ce que je vais manger quand je serai de retour. En posant cet acte, nous avons mis en place ce qu'on appelle une organisation. Donc, premier acte, créer la communauté. Deuxième acte, établir des règles de vie communes. Troisième acte,
mettre en place l'organisation. Maintenant, dans cette organisation, en fait, pour faire les courses, parce que nous cotisons maintenant à la fin du mois à la même somme pour faire les courses, pour savoir ce que nous allons manger, ainsi de suite. Et cet argent, nous avons désigné un trésorier. Ce trésorier, c'est la personne en qui la majorité d'entre nous a le plus confiance. Nous l'avons désigné. Parfois, c'est des gens qui réclament le poste de trésorier. Parfois, c'est nous-mêmes qui disons « Ah, toi, on te fait confiance, c'est toi qui vas être le trésorier. » Et ce trésorier, il est chargé de gérer notre argent et de gérer nos dépenses pour le bien commun. Donc là, nous avons posé un quatrième acte qui est celui de désigner un gestionnaire. Et ensuite, j'ai fait tout ça, c'est pour montrer en fait que la politique, ce n'est même pas une affaire qu'on peut prendre à une échelle d'un pays ou d'une région. Même à une petite échelle, on fait de la politique. Et c'est exactement ça la politique. La politique, c'est d'abord l'art de gérer les affaires de la cité. Pour nous, l'exemple que nous avons pris, la cité, c'était l'appartement des étudiants que nous avons pris. Pour le pays, c'est le Niger entier. Et donc, pour qu'il y ait de la politique, il faut qu'il y ait une communauté, un pays, une région. Et ensuite, il faut qu'il y ait des règles qui régissent le fonctionnement de cette communauté. Que ce soit des institutions, que ce soit des organisations, en tout cas, il faut qu'il y ait des règles qui régissent la gestion de cette société. Et il faut qu'il y ait une organisation. Cette organisation, elle répartit les rôles. Qui fait quoi? Tout le monde doit connaître quel est son rôle au sein de cette communauté, qu'est-ce qu'il apporte, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Et ensuite, quand tout ça est connu, maintenant il faut désigner un dirigeant. Il faut désigner un gouverneur. Il faut désigner quelqu'un qui va gérer notre argent. Parce que dans la politique, nos dirigeants, ce n'est pas de l'argent qu'ils sortent de leur poche. C'est l'argent des contribuables. Comme nous, les étudiants, on a cotisé pour désigner un trésorier qui va gérer notre argent. C'est exactement cela dans le cadre de la politique. On désigne un gouverneur à qui la majorité fait confiance. Donc, ce qui passe généralement dans des pays démocratiques par des élections où celui qui a remporté le maximum, la majorité des voix, devient le gouverneur. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans notre organisation des étudiants qui avons pris un appartement, nous avons dit que chacun prépare quand il est disponible pour les autres. Sauf que, à la fin de chaque mois, quand on cotise de l'argent, on remet au trésorier, on organise ce qu'on appelle une réunion mensuelle. Dans cette réunion mensuelle, on fait le planning des menus. Chaque jour du mois, on définit le menu, le plat qui doit être cuisiné. Ce qui fait que nos courses de l'année qu'on va faire seront en fonction de ce qu'on a prévu de cuisiner pour chaque jour. Et dans cette réunion, tout le monde donne son avis ou ses envies. Moi, j'ai envie de manger du waché, il faut qu'on le mette au moins 2 fois ou 3 fois par mois. Lui, il a envie de manger, je ne sais pas, awara, il faut qu'on mette ça 2 ou 3 fois. Ainsi de suite, tout le monde donne ses envies et ce qu'il a envie de manger. Maintenant, là où on doit prêter attention, la personne qui n'assiste pas à cette réunion mensuelle, est-ce que ce qu'il a envie de manger sera pris en compte ou pas? Non. Même si on essaie d'imaginer ses besoins, dit ah moi je le connais, il aime manger du shinkafa de mia, il faut qu'on mette ça. Mais c'est de l'à peu près. Il n'est pas là, il est le seul à savoir exactement ses besoins, ses intérêts, ses envies. Donc, là, l'attention qu'on doit prêter, c'est laquelle? C'est de dire que celui qui n'est pas là, en fait, on décide sans lui. Et quand on décide sans lui, au moins on décide contre lui, ou au moins on ne prend pas entièrement en compte ses besoins et ses envies. Pourquoi je donne ce 5e acte? C'est pour montrer, en fait, même dans la politique, nous, en tant que jeunes, si les instances ou les institutions ou les organisations dans lesquelles
se prennent les principales décisions concernant la vie ou l'avenir de la jeunesse, si nous, en tant que jeunes, nous sommes absents dans ces cadres-là, eh bien, jamais nos préoccupations, nos intérêts ne seront pris en compte. Même si on essaie de les prendre en compte, c'est de l'à peu près. Ah, Yarana, apparemment, ils aiment ci, ils aiment ça, ils aiment ci, ils aiment ça. Et donc, ce sont des aînés, des hommes politiques, parfois beaucoup plus âgés que nos parents, de l'âge de 60 ans, qui vont décider à notre place pour prétendre connaître nos besoins. Ce qui est archi faux. Même s'ils étaient jeunes à un moment donné, ils connaissaient les préoccupations de la jeunesse, mais 30 ans après, ces préoccupations ont évolué, ces préoccupations ont changé. Donc les seuls à pouvoir connaître véritablement quels sont les besoins et les préoccupations de la jeunesse, c'est nous-mêmes les jeunes. Et si les jeunes nous désertons des cadres ou des espaces politiques, des instances où se prennent les décisions, eh bien, croyez-moi, jamais nos préoccupations et nos intérêts ne seront pris en compte. Dans mon engagement politique et dans mon combat politique, j'ai eu à faire des analyses et des propositions pour la jeunesse. Par exemple, j'ai une fois demandé à ce qu'il y ait des assistants parlementaires pour les jeunes. Parce que même pas, le truc qu'on doit se dire, même pas le fait de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse, le moindre fait de préparer la relève est aujourd'hui un parcours de combattant. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait des assistants parlementaires, des jeunes qui doivent accompagner nos députés dans leur mission pour qu'ils apprennent ainsi le métier ou la fonction des députés, ce qui permettra de préparer la relève. On m'a dit que non, au Niger, on n'a pas le système des assistants parlementaires. Par conséquent, on ne peut pas le faire. C'est juste de la volonté politique. Si on le veut, on peut le faire. Et si on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on ne veut pas. Donc j'ai poussé mon analyse. Je m'étais basé sur les statistiques de 2014 de l'INS où on avait compris qu'en 2014, au Niger, on avait 18 millions d'habitants. Et dans ces 18 millions d'habitants, plus de 13 millions avaient moins de 35 ans. Ce qui fait que 80% de la population nigérienne a moins de 35 ans. C'est énorme. Mais quand on regarde dans la pratique, dans les instances décisionnaires, dans les institutions, les jeunes, on est complètement absents. Donc 80% de la population est dirigée par la minorité de 20%, sans prendre en compte les préoccupations de ces 80%, et sachant que ces 80% constituent l'avenir de notre pays. Qu'est-ce que j'ai demandé? C'est une question aussi, un débat qu'on a eu avec mon camarade et ami Amma. J'ai proposé à un niveau de l'État plus élevé, tout comme il a été donné pour les femmes un quota, qu'on nous donne aussi en tant que jeunes un quota au sein du gouvernement et au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on dise qu'à chaque législature, parce que c'est un projet de loi, c'est une loi qu'il faudra voter, à chaque législature, qu'il y ait au moins 10%, 15%, peu importe, le quota pourrait se discuter. Les femmes en ont mené le combat, elles ont eu 25%. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, un député sur 4 est une femme. Ça n'a pas été donné gratuitement aux femmes, elles ont mené le combat. J'ai dit, nous aussi, les jeunes, vu que nous sommes faibles, on pourrait nous donner ce quota. On m'a dit, non, Ismaël, ta proposition, elle est bonne, sauf qu'il y a des problèmes. Le premier problème qu'on va rencontrer, c'est déjà d'identifier qui est jeune, qui n'est pas jeune. Quand on prend aujourd'hui dans les organisations des jeunesses, des partis politiques au Niger, jusqu'à 50 ans, on est jeune. On passe de l'autre côté, en général, à partir de plus de 50 ans, au-delà de 45 ans.
Donc si on dit 35 ans, les plus jeunes que nous, ils vont dire non, nous on veut 25 ans. Un peu plus des âgés que nous, ils vont dire 40 ans. Donc déjà, les problèmes vont commencer. Et le deuxième problème, c'est qu'en prenant le quota gratuitement et on le donne aux jeunes, sans qu'ils n'en fassent la demande, sans qu'ils n'en fournissent un effort, c'est comme leur donner du tout cuit. Et généralement, quand on a du tout cuit, on n'en connaît pas la valeur. Et c'est exactement ce qu'Amma m'a dit. Parce que moi, quand on m'a donné cette réponse, j'étais mécontent. J'ai dit non, ils ne veulent pas impliquer la jeunesse. C'est pour cela qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont des députés qui peuvent passer la loi, le projet de loi. J'étais mécontent et j'ai trouvé un moyen quand même je voulais trouver un moyen quand même de faire passer ce projet de loi. Mais en prenant du recul et en échangeant avec d'autres jeunes tels que Amma, lui-même, il m'a dit qu'il n'est pas pour l'attribution du quota. Et il m'a convaincu. Finalement, la réponse qu'on nous a donnée, c'était de nous dire que les jeunes, vous devrez vous battre pour mériter la place qui est la vôtre. Et on s'était dit la même chose. On ne va rien nous donner gratuitement, ne rêvons pas, nous devrons nous battre pour arracher ce qui nous revient de droit. Donc, tout ça c'est pour montrer à quel point il est nécessaire pour nous les jeunes d'avoir un engagement politique déterminé. Sinon, nous n'aurions rien et nous resterions toujours à la traîne. La jeunesse, quand on revient toujours par rapport à ces statistiques, nous sommes un réservoir électoral et un potentiel électoral énorme. Parce que 80% de la population, aucun homme politique au Niger ne pourrait prétendre gagner des élections sans l'appui de cette jeunesse. Impossible. Mais le problème, là où il se trouve, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de cette force électorale que nous représentons, de cette force électorale que nous sommes. Ce qui fait que, quand les élections arrivent, on cherche les jeunes. Tous les hommes politiques courent vers la jeunesse. On nous donne des petits billets de 5 000, 10 000, on nous achète du thé, on nous donne des petites distractions. C'est tout ce dont ils ont besoin, les jeunes. Et nous, comme des moutons, on part, on vote, et les élections terminées, c'est fini. On n'a plus besoin de cette jeunesse. Maintenant, on veut diriger. Et les jeunes, ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas conscients pour les impliquer dans la gestion. Et donc, on nous laisse à la traîne, on nous laisse continuer à faire les fadas, à prendre du thé, à veiller la nuit, à ne rien faire, et même à aller pour certains d'entre nous vers des actes qui ne sont pas tout à fait honorables. Et on attend les prochaines élections pour revenir vers nous. Nous, en tant que jeunes, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous soyons conscients de notre force électorale, de ce potentiel électoral que nous sommes, pour ne pas être traités comme des moutons. Nous sommes là, nous pouvons donner nos voix ou notre appui à tout homme politique qui respecte la jeunesse, qui a une ambition pour la jeunesse, qui veut avoir la jeunesse autour de lui. Parce que nous ne sommes pas simplement un réservoir électoral, mais nous sommes également un vivier de compétences. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des techniciens, il y a du tout. Il n'y a pas un domaine au Niger où on va prendre et qu'on va retrouver que la jeunesse est absente. Nous avons des spécialistes de tout genre. Mais tout ce que nous savons, cette connaissance moderne que nous avons, nous sommes à la pointe de la technologie et de la modernisation. Mais si nous ne sommes pas impliqués politiquement, comment pourrions-nous
mettre tout cela au service de notre pays. Avoir la connaissance, c'est bien. Avoir les idées, c'est très bien. Mais une idée, elle va vivre, mûrir et mourir une idée tant qu'il n'y a pas eu d'action derrière. Donc nous, en tant que jeunes, notre devoir aujourd'hui, c'est de nous impliquer politiquement pour que nos compétences, qu'on nous donne aussi la place et l'opportunité de mettre nos compétences et nos savoir-faire au service de notre pays. Nous avons aujourd'hui des exemples de jeunes qui ont montré que les jeunes sont capables. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais personnellement, moi, je les connais. Je peux citer Idrissa Kane, qui est aujourd'hui DG de Niger Post et qui est un jeune qui a autour de 40 ans. Il a hérité de la Poste Niger, alors que c'est une entreprise qui était en train d'agoniser. À l'espace de moins de 2 ans, il a pris la Poste avec un chiffre d'affaires de 900 millions environ. À l'espace de moins de 2 ans, il est aujourd'hui à quelque chose de 3 milliards. Eux, lui et un certain Mahmoud Mokhtar, qui est à la tête de la ville de Niamey, ils ont eu des félicitations officielles en Conseil des ministres pour le travail remarquable qu'ils ont abattu en Conseil des ministres. Depuis qu'on est au Niger, nous, on ne connaît pas ça. Tous nos aînés qui sont là et nos parents, ils n'ont jamais obtenu les félicitations du Conseil des ministres pour avoir effectué un travail avec des résultats probants. Ce sont des jeunes qui l'ont fait. Pour nous, c'est une fierté. Peu importe leur coloration politique, pour nous, jeunes, c'est une fierté. Parce qu'à travers eux, nous démontrons que les jeunes, en fait, nous sommes en mesure de changer les choses. Nous sommes en mesure d'apporter un changement radical et de développer notre pays. S'il le faut, nous sommes en mesure de déplacer des montagnes. Mais pour cela, il faudrait qu'on nous en donne l'opportunité. Et pour qu'on nous donne l'opportunité, ce n'est pas en nous cachant dans nos coins ou en restant dans nos conforts individuels que nous allons avoir ces opportunités. Aujourd'hui, certains d'entre nous n'auraient pas besoin d'avoir des engagements politiques parce que leur situation personnelle, elle est confortable. Mais les autres, comment on va faire d'eux? Tout ce que notre pays nous a donné, il faut qu'on le lui rende. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je suis un pur produit de l'école nigérienne. Je n'ai jamais fréquenté une école privée. Et l'école publique, c'est l'État qui investit dedans. Et après avoir investi, il faudrait que nous, on rende à l'État ce qu'il nous a donné. Et qu'on s'assure aussi que nos petits frères et nos enfants auront aussi cette éducation de bonne qualité. Donc, sur ce point, je voudrais noter qu'il est vraiment nécessaire pour nous de nous engager politiquement. C'est même une question de survie. Sinon, nous allons disparaître ou en tout cas notre avenir sera compromis. On dit, si tu ne fais pas la politique elle va te faire. Et si elle te fait, ce n'est pas de la façon dont toi tu le veux certainement. Elle le fait contre toi ou au moins elle ne prend pas tout à fait en compte tes préoccupations. Donc, après avoir défini ce que c'est la politique, la nécessité de s'engager en tant que jeune dans la politique, on peut se poser aussi la question de savoir comment s'engager. Parce que c'est aussi une question qui est très épineuse pour nous les jeunes. Comment s'engager? Pour moi, un engagement déjà, ce n'est pas simplement l'engagement politique en tant que tel. S'engager, c'est déjà être utile pour la société ou pour la communauté. Et comment être utile? Avoir un engagement dans une association, c'est très noble. Noble dans le sens où vous faites du bénévolat, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas une espérance d'une nomination un jour,
Il n'y a rien du tout. Mais vous donnez de votre temps et de votre énergie pour défendre une cause ou pour apporter un service à la communauté. Donc un engagement associatif, c'est très noble. Et c'est aussi un type d'engagement que nous les jeunes, on devrait s'impliquer, dans lequel on devrait s'impliquer. Parce qu'à travers l'engagement associatif, on acquiert de l'expérience. Si on est président ou on est SG d'une association, on apprend quelque chose de très important qui est la gestion des hommes. Et quand on sait gérer des hommes, on se prépare pour faire de la politique. On acquiert une expérience quant à la définition d'une feuille de route, un programme bien établi, et quand on sait le faire, on sait conduire aussi un pays vers une destination et un objectif bien précis. Après l'engagement associatif, il y a aussi l'engagement dans le syndicalisme. Beaucoup aujourd'hui de nos responsables ou leaders politiques sont passés par des organisations syndicales, soit des étudiants, soit des organisations des travailleurs, pour défendre des intérêts matériels et moraux. C'est comme ça qu'on appelle. Moi, je n'ai jamais fait du syndicalisme. Mais je sais aussi que c'est un très bon moyen pour parvenir à cet objectif d'acquisition de l'expérience. Savoir gérer des hommes et savoir mener des troupes vers une destination bien précise. Il y a également des engagements sur le plan d'un engagement dans une société civile. C'est aussi un engagement très noble parce que, en général, on n'attend rien, on défend une cause, on défend les droits de la population. Et le dernier type d'engagement sur lequel je vais m'appesantir, c'est l'engagement politique. S'intégrer ou prendre la carte militante d'un parti politique. Et là aussi, il faut distinguer les types d'engagement. Les choix, en fait, qu'on pourrait faire. Moi, personnellement, je fais le choix d'intégrer un parti politique déjà existant. Mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de camarades qui m'appellent sans cesse et qui me disent que Ismaël, tu devrais quitter ces partis politiques, ces anciens partis politiques, pour venir avec nous, les jeunes, et on va créer un nouveau parti politique. Donc, l'engagement politique, il peut être un engagement où on crée un parti politique. Maintenant, il faut savoir, si on fait le choix de créer un parti politique, quels en sont les avantages et les inconvénients. Au Niger, il y a plus de 130, je pense, partis politiques, c'est ça? 140. 140 partis politiques. Des partis politiques se créent tous les jours, je pense. Il y a Gaïa-Zabé. Aha. Des partis politiques se créent au jour le jour. Mais véritablement, concrètement, combien de partis politiques on connaît? Combien de partis politiques sont visibles? Très peu. Donc, si nous, en tant que jeunes, nous faisons le choix de nous organiser pour créer notre propre parti politique, nous avons un avantage. En termes d'avantage, c'est que nous créons les partis politiques sur des fondements et des idéaux qui sont les nôtres. Nous savons la direction que nous donnons à notre combat. Nous savons pourquoi nous nous sommes organisés pour créer ce parti politique. Ça, ce sont les avantages. Mais il y a des inconvénients. Est-ce que, en tant que jeunes, nous avons les moyens de faire grandir ce parti politique? Est-ce que nous avons le moyen de nous battre pour arriver au pouvoir et changer la vie des Nigériens? Parfois, il y a des jeunes qui me disent, oui, mais même le PNDS, ils se sont battus pendant presque 30 ans ou 20 ans pour arriver au pouvoir. On peut bien le faire
Dans 30 ans, on peut s'organiser, on crée un parti politique, dans 30 ans, on sera au pouvoir. Mais en attendant, ça veut dire que les besoins et les préoccupations des Nigériens sont mis en stand-by. On doit faire attendre le peuple nigérien jusqu'à 20 ans ou 30 ans. Quand on arrivera au pouvoir, on va changer sa situation. Ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, parce que peut-être d'ici 30 ans, nos convictions personnelles auront changé. Donc c'est ça, entre autres, les inconvénients de créer un parti politique. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande de l'argent, et nous les jeunes, on n'a pas tout ça. Donc, deuxième option, on peut décider d'intégrer des partis politiques déjà existants. Et là aussi, il faut faire la distinction entre intégrer un petit parti politique ou un grand parti politique. Si je prends par exemple des partis politiques comme le MNSD, comme le PNDS, comme le Lumana, qui sont des grands partis politiques, on peut les intégrer. Sauf que là, l'inconvénient des grands partis politiques, c'est que nous, en tant que jeunes qui venons d'arriver dans ces partis qui ont 20 ans ou 30 ans d'existence, nous aurons du mal à nous positionner. Nous aurons du mal à gravir les échelons. Nous aurons du mal à arriver à un niveau où on peut influencer certaines décisions. En tout cas, tout au moins, ça prendra aussi beaucoup de temps, presque tout comme un jeune parti politique ou un nouveau parti politique que nous venons de créer. Sauf que ces grands partis politiques, ils ont des avantages. Quels en sont les avantages? C'est que ces partis politiques, ils ont déjà fait un travail au préalable. Ce travail, c'est celui de l'implantation. Dans n'importe quel petit village où nous partons au Niger, tu vas trouver un siège ou une organisation de ces partis politiques. Ces partis politiques, ils ont les moyens. On peut mener le combat avec leurs propres moyens. Ces partis politiques, ils ont leurs propres militants, de telle sorte que si un jour on vous choisit ou on vous désigne comme candidat aux élections législatives ou communales dans ces partis politiques, vous n'avez pas que à compter sur vos propres moyens ou vos propres électeurs. Il y a aussi les électeurs naturels de ces partis politiques. Ce qui est un avantage. Si on choisit d'intégrer un petit parti politique, un jeune, la question d'ascension ne sera pas difficile. Dans ces partis politiques, on peut se faire facilement ou rapidement une place. On peut être rapidement entendu. Sauf que là aussi, il faut mener le travail d'implantation, de mobilisation et aussi de pouvoir imposer ses idéaux. Parce que tous les problèmes, il est là. Les grands partis politiques ou les partis existants, quand on arrive, ils ont déjà leurs idéaux, ils ont déjà leur feuille de route, ils savent là où ils veulent aller, ils ont leurs pratiques. C'est à nous de nous adapter. Sinon, nous décidions de mener un combat interne pour d'abord apporter un changement à l'intérieur de ces partis et pouvoir l'exporter à un niveau supérieur qui est au niveau du pays. Donc là, c'est pour expliquer les voies par lesquelles ou les options que nous avons pour nous engager. Maintenant, chacun a le choix. Le plus important ici, c'est qu'on s'y intéresse et qu'on s'implique et qu'on adhère. Il ne faut pas qu'on reste à la traîne. Peu importe le choix du parti politique que vous allez faire, PNDS, Lumana, Kishinkasa, adhérez, intégrez-vous, menez le combat, ne vous laissez pas à la traîne. Si ce sont des organisations syndicales ou associatives ou de la société civile, faites-le. Le plus important, c'est de montrer que nous, les jeunes, nous sommes présents partout et que nous avons décidé de prendre aussi notre destin en main. Maintenant, le dernier ou l'avant-dernier point que je voudrais évoquer, il reste du temps ou pas? Non, tu as déjà vu. Ok, je vais aller rapidement. 4 minutes. Avant, ok. Du coup, le dernier point ou l'avant-dernier point que je voulais intégrer, une fois que nous sommes engagés, il ne faut pas aussi qu'on fasse des engagements à la solde de quelque chose. Il faut qu'on soit des véritables
pour hommes politiques. C'est-à-dire qu'on soit force de proposition, qu'on ait des idées, qu'on ait des initiatives, qu'on dise que voilà comment il faut faire ça, voilà comment il faut faire ça. Quand est le parti politique auquel on adhère devrait établir son programme aux échéances électorales, il faut qu'on participe, qu'on donne nos idées et qu'on mette dans ces programmes les préoccupations de la jeunesse. Partout où vous partez, soyez les vrais ambassadeurs de la jeunesse. Deuxième chose, il faut qu'on soit force de mobilisation. Pour qu'on montre en fait que les jeunes, comme on a dit, on est un potentiel réservoir électoral. On draine du monde derrière nous. Donc si vous voulez gagner, faites avec nous. Et si vous voulez faire avec nous, nous avons aussi des conditions ou des préoccupations que vous devrez prendre en compte. C'est du win-win, du gagnant-gagnant. Troisième chose, quand on décide de s'engager ou quand on est dans l'engagement, il faut qu'on reste des jeunes dignes et respectables. Il ne faut pas qu'on se laisse acheter par des petits billets de 10 000 ou de 20 000 et puis on oublie nos convictions personnelles. Ce dont pour lequel nous nous sommes engagés est plus que ce petit argent qu'on va nous proposer. Donc en toutes circonstances, soyons des hommes dignes et respectables. Le jour où nous allons accepter de prendre l'argent des hommes politiques pour faire du sale boulot, nous perdons notre dignité. Et quand on perd sa dignité, son aura ne compte plus, sa voix ne compte plus. Pour finir, nous sommes aussi tenus d'être fidèles envers nos institutions de la République. Être respectables sur cela aussi. Les hommes politiques, les institutions de la République, il faut qu'on connaisse qu'est-ce qu'elles font, quel est le rôle de chaque institution et il faut qu'on les respecte en tant qu'institution. Il faut qu'on soit des vrais démocrates. Pas aujourd'hui, j'ai gagné un procès, je dis que oh, la justice nigérienne, elle est nickel. Demain, je perds le procès, ah, la justice nigérienne, elle est à la solde de un tel, de un tel. Il faut qu'on sache que nous sommes appelés à gouverner demain, à être à la tête de ces institutions demain. Si on ne les respecte pas, nous ne serons pas dignes d'être portés à la tête de ces institutions. Donc la petite fenêtre sur l'entrepreneuriat, je ne sais pas si on pourra l'évoquer ou pas. C'est toi qui décides. Non, je ne sais pas. Tu as épuisé ton temps.